Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on débute cette troisième séance du cycle Avenue Centrale. Donc moi c'est Mickaël Chambru, je suis maître de conférence ici à l'Université Grenoble-Alpes. Et aujourd'hui on accueille à ma gauche Benjamin Ferron. Bonjour. Pour qu'il nous présente son ouvrage La communication des mouvements sociaux, qui est sorti il y a un tout petit peu plus d'un mois. Donc avant de présenter rapidement Benjamin et de lui donner la parole, vous rappelez juste qu'il vous a été remis quand vous êtes arrivé dans l'amphi un petit document dans lequel que vous pouvez remplir pour gagner l'ouvrage en tirage au sort. L'ouvrage ne sera pas remis aujourd'hui, mais en tout cas, il y en a une d'entre vous qui pourra repartir en distanciel avec du coup l'ouvrage. Donc je disais, pour ne pas perdre de temps, donc on accueille Benjamin Ferron qui du coup est sociologue, maître de conférence du coup à Créteil, à l'UPEC. Voilà, qui travaille depuis une bonne quinzaine d'années sur les mouvements sociaux, les problèmes publics, pour le dire assez rapidement, mais tu vas te présenter un petit peu plus en détail. Et donc, il y a cet ouvrage qui vient du coup de sortir, que je recommande pour l'avoir parcouru et commencer à le lire fortement. Mais je donne tout de suite la parole à Benjamin et puis ensuite on aura un temps, donc une demi-heure de présentation et ensuite un temps de questions-réponses avec vous. À toi Benjamin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord à la MSH Alpes ainsi que le GRESEC pour cette invitation et puis à Mickaël Chambru qui m'a contacté pour présenter ce livre, La communication des mouvements sociaux. Donc je m'appelle Benjamin Ferron et je suis sociologue, docteur en sciences politiques et maître de conférences en infocom à l'université Paris-Est Créteil. Donc à la croisée de trois disciplines principalement. Et j'ai publié cet ouvrage le 9 octobre. Au terme d'un parcours que j'ai du mal à dire combien de temps ça m'a pris pour faire ce livre, puisque finalement depuis que j'ai commencé à travailler en recherche en tant qu'étudiant de master, je n'ai cessé de travailler ce sujet en commençant par travailler sur la question des médias alternatifs, puis la communication médiatique des mobilisations transnationales dans ma thèse, puis etc. Enfin, c'est des sujets que je croise depuis très longtemps, une bonne vingtaine d'années. Simplement, depuis 2015, j'ai eu en charge des cours de licence 2 et de master 1 qui portent plus spécifiquement sur ce sujet, communication et militantisme, communication médiatique des mouvements sociaux. Et donc, finalement, ce travail s'inscrit à la croisée de mes questions de recherche et d'enseignement. Ça se place aussi à la croisée de questionnements très personnels sur la question de savoir, comme on l'a fait dans un ouvrage publié il y a 2 ans, à quelles conditions la parole des sans-voix ou de ceux qui ont rarement le droit à la parole peut se faire entendre publiquement, peut faire l'objet d'une prise en considération sérieuse par les autorités publiques, les gouvernements, les médias, etc. Donc voilà un petit peu les questions qui m'animent. Et en préparant les cours, en conduisant mes recherches, j'ai évidemment essayé d'explorer au maximum les travaux scientifiques qui ont pu être publiés sur ce sujet. Et mes recherches m'ont fait remonter jusqu'au tout début des années 1970, où paraît Demonstrations and Communications, une étude portant sur une manifestation contre la guerre du Vietnam à Londres, qui en fait, à ma connaissance, est le premier travail d'ampleur consacré spécifiquement aux enjeux de la médiatisation d'un événement protestataire, d'une action collective, d'une manifestation. Très ambitieux, parce que ça a été fait collectivement par un groupe de chercheurs et ils vont à la fois chercher à comprendre la genèse de la mobilisation militante, mais aussi comment les journalistes en amont ont préparé cet événement, et notamment avec un cadrage autour des violences militantes qui finalement ne vont pas avoir lieu, mais ils vont malgré tout tenir ce cadrage d'un événement violent dans les comptes rendus télévisés qui vont en être rendus finalement. Et un autre aspect intéressant de cette étude, c'est qu'ils vont aussi étudier la réception des articles de presse et des reportages télévisés sur cette manifestation auprès de 3 groupes que sont des policiers, des étudiants et un groupe dit neutre, pour voir comment la réception finalement de cet événement s'opérait dans des groupes variés, avec sans surprise des policiers qui évidemment voyaient là un événement de perturbation de l'ordre social, des étudiants qui étaient scandalisés par la façon dont le traitement médiatique était fait, et puis un groupe neutre qui trouvait que c'était assez équilibré. Alors je vais pas être aussi détaillé sur l'ensemble des ouvrages qui sont mis en photo ici, mais
Finalement, il y a eu depuis les années 70 une grande quantité de productions scientifiques dans différentes disciplines des sciences sociales sur ce sujet. Un des plus connus, probablement, c'est The Whole World is Watching de Todd Gitlin, publié en 1980, qui porte là aussi sur les mobilisations contre la guerre du Vietnam par Students for Democratic Society. Et puis en 1990, Primetime Activism, The Marketing of Rebellion en 2005, The Perils of Media-Centered Political Activity en 2011. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'ouvrages en langue anglaise, y compris d'ailleurs les deux derniers, puisque Zeynep Tufekci est une chercheuse turque qui a publié son ouvrage en anglais en 2017, qui a été publié en 2019 en français, et Jane Schraddy, qui est aussi une sociologue états-unienne, dont l'ouvrage a été publié en français en 2022, The Revolution That Wasn't. Voilà, donc du coup, mon ouvrage est situé en fil de cet ensemble de travaux que, pour l'essentiel, je propose de synthétiser et d'articuler dans un plan ordonné. Donc c'est un manuel destiné à des étudiants prioritairement de licence, de master ou de doctorat, avec cette idée d'essayer de faire en sorte que même mes étudiants de Créteil, qui n'ont pas le capital culturel d'étudiants d'Institut d'études politiques, par exemple, puissent suivre le fil du propos tout du long. Alors c'est un défi d'écriture, c'est un défi pédagogique depuis que je suis dans cette université. Et j'espère que c'est un pari qui réussit sous cet angle. En tout cas, j'ai surtout, pour l'instant, les résultats, les retours que j'en ai sont plutôt bons sous cet angle-là. Mais c'est pas facile de vulgariser quand on a fait une thèse, en fait. Il faut 10 ans pour faire une thèse, et puis après, il faut 10 ans pour s'habituer à parler en des termes accessibles. Alors, comment j'ai élaboré mon propos ? Comment j'ai construit l'objet de la recherche. Alors, en bon sociologue, j'ai suivi les conseils du bon vieux Émile Durkheim, qui consiste dans les règles de la méthode sociologique à rompre avec les prénotions sur le sujet. Et en la matière, il y en a un certain nombre que j'ai regroupés en 5 ensembles. D'abord, ce qu'on peut appeler un regard spectacularisant sur l'objet communication des mouvements sociaux, à savoir le fait de restreindre l'attention sur les mobilisations qui font l'objet des reprises les plus importantes dans les médias, notamment la télévision, du fait de leur caractère extrêmement spectaculaire. Un exemple qui me vient immédiatement en tête, c'est ACT UP qui dépose un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde en ayant préalablement contacté les équipes de télévision pour faire la une du journal télévisé du soir afin de dénoncer l'épidémie de sida et l'inaction des pouvoirs publics sur le sujet. Donc ça a été étudié par Dominique Marchetti dans un article de 1997. Donc voilà, éviter de ne prendre en compte que les activités de scène, comme dirait Erving Goffman, et aussi s'intéresser à la communication des mouvements sociaux sous l'angle de ses coulisses. Ce que Sarah Sobieraj appelle the behind the scene activities, les activités de coulisses, les activités, les scènes postérieures de la vie sociale. Voilà. Donc ça, c'est un élément de mon ouvrage sur lequel j'insiste. Deuxième écueil à éviter, deuxième prénotion, c'est avoir une lecture de la communication des mouvements sociaux en termes strictement stratégiques. Alors, ça apparaît sur la couverture du livre, pratique militante et stratégie médiatique. Et selon moi, ça répond en partie à une logique marketing que d'intituler stratégie médiatique. Parce que d'une part, c'est immédiatement compréhensible par quelqu'un qui ne saurait pas de quoi l'on parle. Simplement, c'est un véritable biais scientifique que de considérer que la communication des mouvements sociaux obéit de part en part à des logiques stratégiques, et une bonne partie de la thèse de l'ouvrage consiste à montrer qu'il y a une part considérable d'improvisation, mais une improvisation réglée, pour reprendre une expression de Bourdieu, c'est-à-dire qu'il ne s'improvise pas de toutes parts, n'importe comment. Et c'est cette tension entre ce que Max Weber appelle la rationalisation de l'activité de communication et la dimension improvisée qui est constitutif en fait de ma façon d'appréhender l'objet. Donc, quand on a ces deux éléments en tête, on comprend beaucoup plus de choses que si on en reste au discours et croyances des professionnels de la communication expertes qui vendent leurs services en montrant à quel point on peut rationaliser et mettre en stratégie des campagnes de communication qui vont à fort impact
etc. Donc j'ai essayé de me défaire de ce discours prêt à l'emploi, des stratégies de communication qui en fait sont souvent reprises dans le discours savant sans le tenir à distance comme il se devrait. Troisième écueil, c'est une lecture normative de ces pratiques de communication qui consisterait à les évaluer comme des réussites ou des échecs, comme étant efficaces ou inefficaces, à éventuellement produire des manuels de conseils en communication pour réussir son plan média ou pour déjouer les pièges du marketing ou enfin du discours du management patronal ou de la communication ministère communication publique de l'État et ainsi de suite. Donc là aussi faire attention à ne pas tomber dans des jugements de valeur, mais essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre, quoi. Puisque bien souvent, notamment dans ce public très particulier que sont les journalistes d'information, se pose de manière sous-jacente la question de savoir si l'action est réussie ou pas. Or, c'est une question tout à fait périlleuse puisque ça suppose d'avoir des critères d'évaluation du succès ou de l'échec qui sont en fait des enjeux de lutte. Et ce qui est le succès de l'un peut être l'échec de l'autre et vice-versa. Voilà. Ensuite, ce que j'ai appelé la tentation présentiste, c'est-à-dire le fait d'oublier le poids de l'histoire incorporée dans les pratiques des agents, qu'ils soient militants, journalistes ou acteurs du maintien de l'ordre ou de la répression. J'ai essayé de faire en sorte, sans être historien, de donner une profondeur historique à l'ouvrage pour montrer que finalement on tend à réduire aujourd'hui la communication des mouvements sociaux à leur seule stratégie en direction des médias de masse ou des médias numériques. Or, une moitié de mon ouvrage est précisément consacrée a été intitulé « Militer sans les médias », qui montre que, en fait, il y a 1000 façons de communiquer dans le cadre d'une action protestataire sans la presse écrite, sans la radio, sans la télévision, sans les médias numériques. Et donc, je me suis attaché à montrer toutes les façons qui se sont peu à peu organisées dans l'histoire pour donner sens à une action protestataire sans forcément passer par les médias. Et ce que l'on observe, c'est que lorsque un reportage, par exemple, ou une vidéo en ligne sur une action protestataire est diffusée à un public, eh bien, j'espère que mon ouvrage permet de comprendre toutes les couches sédimentaires qui composent ce que l'on voit, c'est-à-dire un ensemble de gestes, un ensemble d'objets agencés, de mise en scène, un ensemble de discours, etc., qui sont constitutifs de la communication, mais qui peuvent être analysés de manière relativement séparée des médias d'information qui sont utilisés pour les faire connaître à un large public. Enfin, dernier point, donc, qui est lié au précédent, c'est l'idée d'éviter d'en rester à une approche médiacentrique, c'est-à-dire l'idée que la communication se réduit aux médias de grande diffusion, qu'ils soient audiovisuels ou numériques, en ayant aussi en tête, parce que c'est le double sens du mot médiacentrique, c'est-à-dire l'obsession de faire la une du JT, pour ainsi dire. Ça, c'est le médiacentrisme au sens indigène du terme, c'est-à-dire ça peut être une tentation militante, mais le médiacentrisme a aussi un sens plus scientifique, qui est la tendance de certaines recherches à étudier les médias comme un empire dans un empire, fermé sur lui-même, et ne pas regarder toutes les luttes que les sources d'information des journalistes mènent pour cadrer le traitement des informations. Et donc le médiacentrisme chez Philip Schlesinger, par exemple, qui est un sociologue britannique, consiste à mettre en évidence l'importance et le poids des sources d'information dans la façon dont les informations sont traitées par les journalistes. Et les journalistes, en ce sens, ne produisent pas tout seuls les informations. L'information journalistique est coproduite par les journalistes et leurs sources. Voilà. Donc voilà un petit peu pour en quelque sorte les mises en garde, les petits triangles attention que j'ai mis au début de l'ouvrage pour en signaler ce que j'essaie d'éviter de faire. Ensuite, j'ai puisé dans une boîte à outils qui emprunte largement à ce qui a déjà été exploré par mon directeur de thèse, Éric Neveu, à savoir d'une part la sociologie des mouvements sociaux, du militantisme, de l'action collective, qui est un premier réservoir de concepts, d'analyses, de cas d'études que j'ai beaucoup utilisé, et en particulier les travaux de Charles Tilly, qui est un socio-historien états-unien,
qui a fait un livre assez célèbre qui s'appelle La France conteste, de 1600 à nos jours, qui retrace 400 ans de lutte sociale dans 5 grandes régions françaises, et qui a fait une théorisation très ambitieuse de ce qu'il appelle les répertoires d'action collective, et notamment la succession de 2 grands répertoires d'action collective dans l'histoire, ce qu'il appelle les répertoires de première génération et de deuxième génération. J'y reviendrai. Et il a publié aux presses de Sciences Po, traduit en 2015, un livre qui s'appelle Politique du conflit, qui est un concept assez central dans mon travail. Deuxième source dans laquelle j'ai puisé pour construire et élaborer mon cadre d'analyse, c'est la sociologie des médias, du journalisme et de la communication politique. Un domaine à laquelle j'ai été formé notamment par Dominique Marchetti, qui a été le dernier doctorant de Pierre Bourdieu et qui en fait a contribué à nourrir cet ouvrage qui a eu un certain succès qui est sur la télévision, qui contrairement aux légendes qui circulent dans le monde universitaire n'a pas été écrit sans terrain, puisqu'il y avait Dominique Marchetti, Patrick Champagne et toute une équipe qui menait des terrains sur le journalisme à ce moment-là. Donc c'est pas du tout un essai de circonstances sans terrain, au contraire il y avait énormément de données qui étaient déjà accumulées par la recherche lorsque ce livre a été écrit. Et donc depuis le milieu des années 1990, eh bien des dizaines et des dizaines de travaux de sociologie du journalisme inspirés par la sociologie des champs ont été produits. Alors bizarrement très marginalisés en France, mais qui sont aujourd'hui devenus un cadre d'analyse dominant à l'échelle internationale, notamment grâce au travail de Rodney Benson, qui est chercheur à l'université de New York. Donc aujourd'hui, c'est devenu la façon mainstream de faire de la sociologie du journalisme à l'échelle mondiale, sauf en France, où on est regardé avec des yeux un peu bizarres quand on dit sur la télévision. J'ai des exemples que je ne nommerai pas de professeurs d'université en infocom qui disent beaucoup de bêtises au sujet de ce travail. Voilà, bon, peu importe, je continue à tracer mon sillon là-dedans parce que c'est toujours très productif comme cadre d'analyse. Et ensuite, un troisième cadre qui m'a semblé unificateur, c'est la sociologie poétique des problèmes publics, qui permet de faire travailler ensemble des domaines de spécialité que la division du travail scientifique tend à séparer. Non seulement les mouvements sociaux, le journalisme, mais aussi l'action publique, la conduite des politiques publiques, et puis tout un tas d'autres univers qui, en fait, concernent les mouvements sociaux. Ça peut être les questions, les domaines concernés par les questions environnementales, le milieu scientifique, les milieux juridiques, le milieu médical, il n'y a pas de... Continuez la liste vous-même, hein, les mouvements sociaux... mettent en problème en quelque sorte, construisent des situations en problème sur des domaines qui concernent plein de champs sociaux, et la sociologie des problèmes publics permet de saisir et de caractériser les mouvements sociaux comme des entrepreneurs de problèmes publics, et c'est la façon dont j'ai construit l'objet, montrer que la communication est quelque chose de constitutif des activités des mouvements sociaux à tous les niveaux et à tout moment, et en prenant et en isolant par l'analyse cette dimension du répertoire de l'action collective que j'appelle le répertoire expressif des mouvements sociaux, on se donne les moyens de rajouter une couche analytique à ce que Charles Tilly a proposé, qui est en quelque sorte la matérialité symbolique de ces pratiques, c'est-à-dire la façon dont la production de systèmes de sens peut, dans certaines circonstances, changer le monde social de façon objective. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très fortement chez Pierre Bourdieu, c'est que la force d'un discours n'est pas seulement dans la structure du discours lui-même, c'est-à-dire sa force de persuasion, sa force rhétorique. Il ne dit pas que cela ne compte pas. Il dit que cela compte un peu, mais ce qui compte beaucoup, c'est la capacité de groupes sociaux à donner de la force à ces discours dans le monde social. Et précisément, la théorie des champs permet de saisir les mécanismes par lesquels un discours va avoir de la force. Exemple typique, c'est comment le discours juridique, au fil des siècles, acquiert un pouvoir performatif extraordinaire, qui fait que les juristes se renforcent en renforçant le discours juridique, qui lui-même se renforce au sein de l'appareil d'État, au point que se constitue un machin qu'on appelle l'État de droit. Et le droit est censé... Alors aujourd'hui, on vit une période intéressante où précisément le discours du droit semble perdre une partie de sa force,
que ce soit le droit national ou le droit international. Suivez mon regard. Mais de fait, il y a des conditions sociales et historiques qui conduisent à donner plus ou moins de force et à faire plus ou moins peser certains discours. Et cette force n'est pas uniquement la force intrinsèque de l'idée claire, de l'idée juste, comme disait Spinoza, repris par Bourdieu. Il y a des conditions sociales. Donc ma question, elle est la suivante. Quelles sont les conditions sociales qui vont contribuer à donner un pouvoir performatif à des discours politiques dominés ? Voilà ma question fondamentale qui en fait anime ce livre, mais pas que ce livre, c'est aussi ce qui a animé mes précédentes publications et qui animera les suivantes. Donc c'est comment on donne accès à des discours qui portent des idéologies ou des visions du monde dominées dans le champ du pouvoir. Voilà. Ce qui m'a conduit du coup à déjà définir l'objet, à partir de toutes ces précautions et ce cadrage théorique, l'objet communication des mouvements sociaux comme un ensemble de pratiques collectives observables dans le cadre d'actions protestataires conduites par des individus et des groupes organisés occupant des positions dominées dans les rapports de force politiques et sociaux. Ces derniers entreprennent de former et mobiliser un consensus, un aspect central de leur lutte, autour d'une cause, de formuler, publiciser et politiser des revendications collectives dans diverses arènes publiques, et elle est interminable cette définition, et d'obtenir des soutiens dans la population ou auprès d'acteurs et d'institutions susceptibles de redéfinir les règles du jeu politique et médiatique, ainsi que la conduite de l'action publique. Alors évidemment, c'est la caricature de la phrase d'universitaire, interminable, mais c'était pour moi c'était une façon de condenser en une phrase ce qu'ensuite je déroule en 360 pages. Voilà. c'est ça, c'est quelque chose qui vient a posteriori, une définition, c'est pas une définition a priori, c'est juste que je me suis donné les moyens de donner une définition que je souhaite être à peu près claire, mais j'ai dit à mon lecteur, si tu n'es pas habitué aux sciences sociales, ne lis pas ce chapitre et passe directement au chapitre suivant. J'ai bien conscience que lorsqu'on n'est pas habitué au vocabulaire des sciences sociales, c'est des choses qui peuvent paraître complexes. Alors c'est bien ce pourquoi donc j'ai fait ce premier chapitre qui donne à comprendre ce que signifie s'entendre pour des organisations contestataires et se faire entendre, qui sont les deux volets qui composent la communication des mouvements sociaux. Et la façon de le comprendre pour moi, c'est de dire que ça relève d'un travail militant, parfois spécialisé, mais pas toujours, que de communiquer pour donner sens à une cause et à faire d'un problème social partagé un problème public éventuellement pris en charge par l'État dans le cadre d'une politique publique. Sous cet angle, ce que mon collègue Lilian Mathieu appelle l'espace des mouvements sociaux fonctionne comme un espace d'appel, autrement dit un espace d'édiction, d'adresse, de messages à un public extérieur qui peuvent être nous autres citoyens, qui peuvent éventuellement faire pression sur leurs dirigeants pour qu'ils adoptent des mesures conséquentes, ou bien s'adresser directement aux décideurs. Voilà. Donc il y a une communication qui est faite intrinsèque au fonctionnement des mouvements sociaux. Mais il s'agit d'une forme de communication politique qui a des particularités. La forme la plus élémentaire de participation politique dans un régime représentatif comme le nôtre, c'est le vote. Et le vote offre peu de marge de manœuvre expressive puisque vous rentrez dans l'isoloir, vous choisissez votre bulletin et vous le déposez dans l'urne. Alors on peut toujours mettre les autres bulletins en évidence dans la poubelle et faire des micro-gestes qui vont essayer de détourner le dispositif de l'isoloir, mais en comparaison de ce qu'offrent des actions collectives comme par exemple la manifestation, la grève, la campagne de boycott, etc., le répertoire expressif est extrêmement étroit. Et ce qui est intéressant dans le cadre, c'est ce que dit très bien Michel Auferlet dans Sociologie groupe d'intérêt, il y a une forte charge expressive dans quelque chose comme une manifestation, par exemple. Les manifestants ont plus d'autonomie d'expression que les électeurs. Voilà. Et ils peuvent mobiliser des formes expressives non standardisées.
Voilà. Alors évidemment, il y a malgré tout une forme de standardisation historique des formes expressives contestataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple que je prends dans l'ouvrage dont il y a une photographie ici, c'est une manifestation qui a lieu à Santiago du Chili en 2004. L'image que je vous donne à voir est extrêmement standard finalement d'une manifestation avec des banderoles, des pancartes, un t-shirt de Che Guevara avec un kéfier, etc. Enfin, une culture politique minimale permet de saisir qu'on a probablement affaire à une manifestation de gauche. Ça renvoie à une culture politique de gauche. Et donc, il y a une forme de dimension standardisée, ritualisée de la manifestation qui fait que il y a ce que j'appelle une dimension modulaire. Enfin, c'est pas moi qui dis ça comme ça, c'est Charles Tilly qui emploie ce terme, une modularisation du répertoire des mouvements sociaux qui fait qu'il y a des façons routinisées de s'exprimer. Et donc c'est là que je forge le concept central de l'ouvrage qui est celui de répertoire expressif des mouvements sociaux qui, je ne vais pas la répéter parce que sinon je vais perdre certains auditeurs, incorpore en fait l'ensemble des moyens d'expression dont disposent des mobilisations contestataires pour se faire entendre, s'adresser à leurs destinataires, etc. Et qui en fait regroupe un nombre quasiment infini de moyens. Alors l'enjeu a été précisément de se donner les moyens d'organiser la pensée pour ne pas donner un tableau impressionniste par petites touches, mais quelque chose qui permette de se repérer dans ce vaste ensemble. Alors, ce répertoire expressif, je l'ai caractérisé comme étant d'une part modulaire, au sens où on peut distinguer en son sein un certain nombre de modules expressifs qui sont routinisés, reproductibles, standardisés. Donc les mêmes représentations publiques se retrouvent dans des sites et dans des périodes différentes. Exemple, la manifestation. Mais c'est aussi un répertoire expressif que j'ai qualifié d'opportuniste, pour éviter de tomber dans le biais stratégiste. C'est quelque chose que j'ai trouvé chez un anthropologue qui parlait du répertoire opportuniste des singes qui se redressent, parce qu'en fait, ils ont besoin de se redresser pour... Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, effectivement, le caractère opportuniste est très, très humain. Et donc, le fait de se saisir de ce dont on a besoin et de ce qu'on a à disposition à un moment donné. Et en matière de communication et d'expression publique, eh bien, la communication obéit rarement à des plans totalement préétablis. Et lorsque la communication obéit à des plans complètement préétablis, il y a de fortes chances pour que ce soit un énorme échec en termes de réception, comme l'a montré une collègue, Caroline Fro, qui a travaillé sur des buralistes se mobilisant dans le cadre des lois pour l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Ils font appel à une agence de communication privée parce qu'ils n'ont jamais fait de manifestation, qui embauchent des intermittents du spectacle pour leur faire leurs affiches, leurs slogans, faire un événement public, appellent les chaînes de télévision, etc. Ils leur apprennent à tenir leur corps en manifestation, à lever le bras, à chanter des slogans parce qu'ils n'ont jamais fait ça, ils n'ont pas de capital militant. Et en fait, c'est un échec complet. Alors pas simplement parce que l'agence a mal fait son travail, mais parce que le cadrage étatique sur l'interdiction du tabac fonctionne et que la mobilisation de ces buralistes est vouée à l'échec. Mais en tout cas, la stratégie se plante, mais néanmoins, elle a été particulièrement préparée, etc. Donc, le caractère opportuniste, il permet de saisir tout un tas de choses qu'on ne verrait pas sans cette hypothèse, en fait. De voir qu'il y a des formes d'improvisation. Il y a un collègue qui a publié un ouvrage sur... l'année dernière, il y a 2 ans, sur la genèse, la préparation d'une action contestataire. C'est se lever à 4h30 du matin pour être à 5h30 à coller des affiches, etc. Bloquer un train ou un tramway, n'importe quoi. Enfin bref. Et c'est des choses il y a beaucoup de choses qui se décident en fait sur le moment avec ce qu'on a à disposition. Bon, on a un téléphone, on a un marteau, on a je sais pas quoi. Et donc on fait en fait avec ce qu'on a, quoi. Et donc un des enjeux, c'est à la fois de produire une impression auprès d'un public extérieur et de faire bonne impression auprès d'un public. Donc c'est là que je me suis saisi de cet excellent film qui est La vie de Brian des Monty Python, où en fait on n'est pas forcément maître des impressions que l'on produit.
Et là, c'est l'exemple donc de Brian, qui est une réplique loufoque de Jésus-Christ, qui se fait poursuivre par des adeptes qui pensent qu'il est le Messie, qui perd sa sandale dans la course, et ces adeptes soulèvent la sandale en disant que the shoe is the sign, c'est bien la preuve qu'il est le Messie, il a laissé tomber ça, etc. Donc, parfois, il y a des situations où le sens donné à un geste, une action, peut être en décalage absolu avec l'absence complète de sens que Brian donne au fait de s'échapper de ses poursuivants. Donc, il faut avoir ça en tête que un groupe n'est pas maître des impressions qu'il produit, et donc il y a des luttes aussi, non seulement pour produire le sens, mais il y a aussi des luttes en matière de réception et des impressions qui sont produites, luttes dans lesquelles certains acteurs jouent un rôle prééminent, notamment les médias de grande diffusion, mais aussi les services de l'État en charge de produire les représentations officielles de la situation. Notamment aujourd'hui, les forces de police se dotent de services de communication, de caméras embarquées, de spécialistes des relations presse et ainsi de suite, qui font qu'il y a un jeu complexifié qui s'observe sur de nombreux sites de contestation. Prenez une manifestation de Gilets jaunes, une évacuation de ZAD ou toute autre occupation de lieux, révolution, etc. Il y a une complexité que j'ai essayé de découper en ces éléments les plus simples. Il me reste 3 minutes pour vous expliquer les 8 éléments les plus simples que j'ai distingués, à savoir d'abord la dimension corporelle et émotionnelle de l'expression militante, qui est le premier chapitre du livre, qui est à la fois la façon dont les militants peuvent mobiliser le corps et les émotions comme des instruments de communication politique. Donc j'ai pas le temps de m'arrêter, mais ayez en tête qu'il y a 25 pages sur le sujet dans l'ouvrage, qu'il s'agisse de provoquer la force de police en ne se dispersant pas dans une manifestation malgré les gaz lacrymogènes, ou d'exécuter une danse hip-hop devant un cordon de CRS en pleine manifestation, qui est évidemment un acte de provocation, mais très ritualisé finalement. Deuxième niveau, c'est le module consistant à mobiliser des matériaux, des objets militants pour créer un décorum et des ustensiles qui vont donner un sens à l'action. Prenez ici cette affiche du planning familial autour du symbole du cintre. Alors au départ, un cintre, ça sert à accrocher des vêtements. Un cintre, ça sert ensuite à conduire des accouchements clandestins lorsque l'avortement n'est pas autorisé. Puis le cintre devient le symbole des luttes féministes qui ont permis la loi sur l'avortement. Et donc il y a une forme de symbolisation de l'objet qui s'opère au fil des âges. Ce qu'a très bien étudié une collègue qui a fait un très bon article sur le sujet, Bibia Pavard. De même que j'ai fait toute une partie sur les archives de la CFDT. Les syndicats utilisent les objets comme des outils de marketing, et donc on voit bien dans cette image d'ailleurs la dimension opportuniste, puisque, excusez-moi, en fait la CFDT avait fait en sorte qu'il y ait un fond vide sur les affiches que chaque manifestant pouvait remplir à sa guise. Donc c'est une façon en fait de bien montrer que quand bien même il y a un contrôle syndical sur les messages officiels que l'envoie syndical, il y a toujours une part de jeu qui est laissée aux manifestants. Je vais vite, hein. Vous avez vu que j'ai pris on est au galop là pour la fin de la conférence. Ensuite j'ai pris un troisième module qui sont les représentations sonores et vocales, qui consiste à montrer que l'enjeu des usages stratégiques du silence, de la voix ou du bruit sont constitutifs aussi du répertoire expressif des mouvements sociaux, qu'il s'agisse d'utiliser le silence comme une forme de contestation, ce qui a été très bien analysé par l'anthropologue James Scott notamment, ou encore de faire le plus de bruit possible, comme on le voit sur l'image ici avec des enceintes accrochées sur un caddie de supermarché. Voilà, avec tout un jeu de contestation de la légitimité. Ce n'est que du bruit, donc il n'y a pas de message politique. Donc si ça fait partie aussi quand on dit que les enseignants grognent, etc. On réduit une parole politique à du bruit, à un grognement animal, etc. Donc en fait, il y a tout un jeu des luttes en fait sur la légitimité des discours, et c'est précisément quelque chose que j'ai séparé des discours militants proprement dits, qui sont, c'est le chapitre 4, un élément évidemment central de la mise en mots
d'une revendication, formuler la cause, que j'ai appelé les représentations langagières et discursives, et dont je distingue deux éléments, la maîtrise d'une langue commune et les luttes, en fait, dans le fait que tout le monde ne maîtrise pas forcément la langue officielle, et donc il y a aussi des luttes pour légitimer les langues minoritaires, etc. Donc des politiques linguistiques qui structurent la façon dont des mobilisations peuvent par exemple prendre un caractère national ou rester confinées à des échelles locales, et ainsi de suite. Il y a un autre élément qui concerne le cadrage des discours contestataires, c'est-à-dire tout le jeu consistant à valoriser un cadre d'injustice, à donner du poids, de la légitimité à un cadre d'injustice, et aussi à développer des rhétoriques, des formes argumentatives qui sont considérées comme pouvant convaincre voilà. Exemple de recadrage dans un camp de réfugiés de Daïché en Cisjordanie occupé, Resistance is not terrorism. Donc c'est un message des réfugiés palestiniens pour légitimer le fait qu'ils ont le droit de se défendre en tant que peuple occupé. Voilà. Donc c'est un exemple de contestation sous la forme d'un graffiti. J'avance. Toute la deuxième partie de l'ouvrage s'intéresse pour le coup à la question de la médiatisation des conflits sociaux. Je reviendrai dans les questions sur les détails, mais il s'agit d'une part d'étudier comment les médias de grande diffusion couvrent ou traitent les mobilisations contestataires, et notamment de montrer à quel point les cadrages officiels en termes de perturbation de la loi et de l'ordre qui prévaut dans les instances gouvernementales tend à être reproduit très souvent dans le traitement journalistique des mobilisations contestataires. Exemple, comment Le Monde a traité les manifestations de novembre-décembre 1995 contre le plan Juppé sur les retraites. Ils ont mis 3 semaines avant de se rendre compte qu'il y avait le plus grand mouvement social depuis 1968 en France, parce qu'ils n'avaient pas les catégories d'entendement pour saisir l'importance de ce qui était en train de se passer. Ensuite, j'ai regardé, non pas comment travaillent les journalistes, mais comment travaillent les services de communication des organisations pour convaincre et séduire les journalistes. Donc je suis allé du côté de la communication militante proprement dit, avec l'analyse célèbre de Patrick Champagne sur ce qu'il appelle les manifestations de papier, c'est-à-dire des manifestations entièrement organisées pour séduire les journalistes de télévision et être à peu près sûr de faire l'entrée du journal télévisé du soir. Donc c'est cette manifestation de la FNSEA de 1982 qu'il analyse. Et le fait que, à partir des années 1980-90, les grandes ONG, les grands syndicats, etc., se sont tous et toutes dotés de personnel et de services spécialisés avec des communicants experts formés pour faire des relations presse, pour conduire des campagnes de communication, etc. Alors, chapitre suivant, je suis allé regarder ce que j'ai appelé les représentations médiatiques autonomes, c'est-à-dire la façon dont des organisations militantes peuvent chercher à contourner le pouvoir symbolique qu'exercent les médias de grande diffusion en se dotant de leurs propres moyens d'information et de communication alternatifs. Et donc, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, la presse alternative, les radios libres, la télévision participative, l'Internet militant aujourd'hui, sont autant d'espaces qui permettent, en théorie du moins, de contourner ce pouvoir. Mais en théorie, puisque ce sont souvent des petits médias à faible portée et que bien souvent, les médias de grande diffusion demeurent des lieux incontournables de la consécration médiatique et politique des mouvements. Et je termine par le dernier chapitre qui a consisté à montrer que, à travers ce processus de spécialisation de certains militants sur les enjeux d'information et de communication, eh bien, c'est relativement autonomiser un type de militantisme consistant à se mobiliser sur des enjeux d'information et de communication. C'est ce que 2 collègues ont appelé le médiactivisme ou les mobilisations informationnelles que j'ai appelé les représentations critiques et métapolitiques des médias. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de voir comment les médias peuvent mettre à l'agenda des problèmes sociaux. Il s'agit de voir comment des mobilisations sociales vont politiser, construire comme un problème public la question de la démocratisation des médias et donc de l'accès aux médias des groupes sociaux dominés. Donc, comme la maison d'édition du livre a été rachetée par Bolloré entre la signature de mon contrat et la publication, donc j'ai mis cette affiche à gauche, l'extrême droite vous parle tous les jours sur C8, CNews, Europe 1, Vincent Bolloré, et je montre par ailleurs
une action de la coordination permanente des médias libres devant le ministère de la Culture en 1999, qui avait déposé des tas de postes de télévision au moment de la signature de la loi Trautmann sur l'audiovisuel pour autoriser la légalisation d'un tiers secteur des médias, donc de télévision associative notamment. Voilà. Le propos, j'ai un peu synthétisé, vous l'aurez vu, même si j'ai dépassé le temps, me permet de conclure sur, voilà, c'est un apport en quelque sorte, cet ouvrage, à la compréhension sociologique des luttes symboliques pour l'imposition de définitions alternatives de la réalité sociale qui suppose des conditions sociales, politiques, historiques, de possibilités qui ne sont pas toujours données et qui posent, in fine, la question de savoir quelles sont les conditions qui vont réduire ou au contraire amplifier les formes d'expression politique légitime. Voilà le sujet que je pose, car il y a aussi des luttes autour de cet enjeu de savoir qui et comment des personnes ou des groupes sont en quelque sorte autorisés ou s'autorisent à prendre publiquement la parole dans des formes qui ne sont pas forcément les formes, j'allais dire, bourgeoisement instituées, ou en tout cas telles que les groupes dominants les définissent et les prédéfinissent. Merci de votre attention. Merci Benjamin pour cette présentation très riche.